Bonjour et bienvenue. Nous accueillons Brahim Thiam. Bonjour. Bonjour Maria. Notre invité cette semaine dans Palisand, ancien joueur de foot pro, ancien consultant. On va découvrir votre parcours jusqu'à aujourd'hui et comme le veut la tradition de cette émission. Brahim, à quel endroit êtes-vous né? Quel jour, quel mois? Je suis né dans la région parisienne à Saint-Denis exactement, le 24 février 1974. Les premières années se passent là-bas? Ça se passe dans la région parisienne, dans le Val d'Oise exactement, dans un petit patelin qui s'appelle Saint-Leu-la-Forêt, où j'ai fait mes premières armes de mini-footballeur. Les premières armes de mini-footballeur, les premières années à l'école aussi, les premières amitiés? Oui, les premiers instants de vie qu'on n'oublie pas, parce que c'est là-bas que tout commence. La première petite copine aussi, on n'oublie pas, hein, ça sera peut-être l'histoire d'une anecdote. Voilà, tout a commencé avant même que le foot commence. J'ai commencé même au patin à glace, parce que je voulais faire du hockey. Donc après, j'ai voulu faire du bicross. Et puis comme le hockey c'était trop cher et que le bicross, on m'a volé mon vélo. Donc le moins cher, le plus utile et le plus pratique, c'était une paire C'était le de foot. crampons et le foot. Quoi qu'il en soit, sportif dès la naissance. Oui, sportif de la naissance, j'aimais ça. On jouait à l'école déjà, on faisait du sport à l'école, on faisait du foot et un petit peu. On a coutume de dire que le sportif il est multisport dès le plus jeune âge et ça a été mon cas. Quel enfant étiez-vous? Bonne question. J'étais un enfant, j'étais un bon vivant, quelqu'un d'assez discret parce que je suis quand même introverti, extraverti, mais après, même si j'ai réussi à être plus extraverti par la suite que ce que je l'étais quand j'étais enfant, mais Plutôt timide à la base. oui, plutôt réservé, voilà, réservé, mais avec un état d'esprit positif, un bon petit garçon. Un bon petit garçon. Vous êtes fils unique, issu d'une fratrie? Je suis issu d'une fratrie alors recomposée. Comme j'ai eu mes parents qui se sont séparés quand j'étais jeune, donc j'ai beaucoup de demi-frères, demi-sœurs, mais j'ai vécu longtemps avec un de mes demi-frères que je considère comme mon frère évidemment, qui habite maintenant aux États-Unis depuis de longues années. Mais j'ai beaucoup de demi-frères, demi-sœurs, parce que bon, je suis issu, mon père est malien et ma mère est française, mais mon père s'est remarié après. On a des traditions qui permettent chez nous d'avoir peut-être plusieurs femmes, donc beaucoup de demi-frères et demi-sœurs. Donc un peu tout éparpillé un petit peu à droite à gauche. Donc citoyen du monde. Citoyen du monde, voilà, exactement. Alors, ces années à l'école, est-ce que vous aimiez l'école? J'aimais l'école parce Ou vous- que on pouvait y jouer aux billes, on pouvait jouer au foot. Par la suite, on pouvait voir des copains et des copines. Et je détestais pas l'école, mais j'ai eu du mal à comprendre que quand on était à l'école, il fallait travailler. Donc je l'ai compris par la suite, mais c'était trop tard. Donc, les premières années, vous commencez par le hockey, vous faites du bicross, on vous vole Ouais. votre vélo, ça a Ouais. dû être une déchirure. Déchirure, un vélo auquel j'attachais beaucoup d'importance. On m'a volé mon vélo, c'est même pas moi, c'est mon frère qui a pris mon vélo pour aller euh, à Monoprix à l'époque, je m'en rappelle, qui s'est fait voler mon vélo et j'ai pleuré pendant une semaine. Du coup, après, j'ai changé de sport. Et vous vous êtes mis au foot, ça vous a plutôt pas mal réussi. Je me suis mis au foot, voilà, parce que c'était les copains y jouaient, c'était le plus simple, c'était l'outil le moins coûteux aussi pour une mère qui avait à charge deux enfants à l'époque et le niveau de vie était différent. Et du coup, je me suis mis au foot et j'ai commencé gardien de but et c'est comme ça que j'ai continué jusqu'à ma carrière. On va en parler de cette carrière. Est-ce que vous avez un souvenir justement de quand vous arrivez dans votre premier club de foot, finalement déçu ou pas de ne pas avoir pu faire les autres sports, mais vous accrochez de suite? Non, après j'ai été embarqué à l'âge de 8 9 ans dans le foot et après j'ai pu décrocher. Donc des souvenirs de 9 ans jusqu'à 36 ans et demi, l'âge à laquelle j'ai arrêté de jouer au foot. J'en ai tellement et je pense qu'une fois que j'étais embarqué dans le foot, après j'ai pu décrocher et c'est que des beaux souvenirs parce que j'ai eu la chance de dire un jour à un prof à l'école en cinquième qui me reprochait de pas travailler, je dis de toute façon je m'en fous, je serai footballeur. Et j'ai eu la chance ou la malchance, parce que aussi j'ai pas été loin à l'école, mais c'est comme ça, mais d'avoir pu réaliser mon rêve et d'avoir été convaincu, déterminé de ce que je disais quand j'étais petit, d'aller jusqu'au bout. Et ça, je pense que c'est un luxe qui n'est pas permis à tout le monde. Qu'est-ce qui vous a répondu ce prof à l'époque? Il m'a pas répondu, il a hoché des épaules, mais comme il louchait un peu, je sais pas s'il a vu que c'est moi qui parlais. Est-ce qu'il est venu vous voir après? Est-ce que vous l'avez revu après, ce prof, Non, je l'ai pas lors de revu votre malheureusement. carrière? Non, non, je l'ai pas revu. Monsieur Goupil, je m'en rappelle encore, hein, c'était Sacré renard. voilà, exactement.
C'était au collège Joffre à Montpellier, donc c'était dans les années 80, 90, 91. Mais je ne l'ai jamais revu, donc j'espère qu'il m'a vu à la télé. Quand est-ce que vous avez quitté la région parisienne? Parce que vous parlez de Montpellier, donc le collège qui se passe à Montpellier, ça se passe comment? J'ai quitté la région parisienne entre 88 et 89 pour aller m'installer à Montpellier avec ma mère qui s'est fait muter, parce qu'elle travaillait dans une banque à l'époque. On avait un ami qui était proche du club de Montpellier, et grâce à lui, j'ai réussi à rentrer dans ce club-là. Et puis, j'ai commencé ma formation et mon cursus là-bas. Très bien, merci beaucoup Brahim. On vous retrouve demain. Merci. À demain. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. On accueille Brahim Thiam, bonjour. Bonjour Maria. Vous arrivez à Montpellier donc pour poursuivre aussi dans le milieu du foot, le club de Montpellier. Pourquoi le club de Montpellier? Parce que on avait un ami de ma mère, Monsieur Santouch, d'ailleurs, c'est un Corse qui habite à côté de Bastia, comme quoi l'histoire était faite pour qu'un jour on soit là, vous et moi, en train d'en discuter. Donc, c'est lui qui était proche de Montpellier, il connaissait quelqu'un au club, et du coup, il m'a permis moi, comme c'était mon rêve d'accrocher un club professionnel, de venir dans ce club-là, d'y signer une licence. À l'époque, c'était les pupilles et les minimes. Bah, du coup, ma mère s'est fait muter, et puis j'ai commencé comme ça. Il aurait été proche d'un autre club, je serais allé ailleurs, mais c'était Montpellier, donc du coup, ça s'est passé avec Montpellier. Votre mère, elle a cru très vite en votre rêve d'être footballeur? Oui, elle a vu que j'étais passionné, donc elle s'est pliée en quatre pour que je puisse accéder, que ce soit dans mon quotidien, avec l'école, avec toutes les démarches qu'il faut faire quand on a un enfant qui est passionné, qui veut jouer au foot. Donc après, crescendo, ça augmente parce qu'on voit quand on s'y prend, qu'il y a des qualités, qu'il y a des gens qui croient en nous. Donc elle m'a suivi dans ce projet-là et voilà, je le remercie. Quand est-ce que vous avez l'étincelle où vous vous dites finalement c'est possible, ou quelqu'un vous fait comprendre que c'est possible? À quel moment? Alors c'est un moment très précis dans ma vie puisque c'est l'époque où j'étais en cadet, donc ça correspond à l'âge de 15-16 ans, je crois. Ou un petit peu avant peut-être, je sais plus exactement, je sais plus si c'est en minime ou en cadet. Entre 13 et 14 ans, je jouais à Montpellier, il y avait 3 équipes, moi j'ai joué dans l'équipe 3, avec un monsieur qui a été mon entraîneur et que j'oublierai jamais, et à qui je dédierai peut-être cette séquence-là parce que c'est grâce à lui que tout est parti, donc il s'appelle Momo Chebli, qui est un monsieur qui travaillait à l'époque à la piscine de Montpellier, qui était mon entraîneur aussi. Et il est arrivé à un moment donné, dans les clubs, des fois, il y a des sélections pour jouer pour la région. Voilà, donc la région du Languedoc-Roussillon. Ici, les jeunes jouent pour la Corse. Là-bas, c'est en Languedoc-Roussillon. Et c'est les clubs qui inscrivent les joueurs qui doivent y participer. Et moi, personne ne m'avait inscrit parce que je jouais avec l'équipe 3. Et mon entraîneur, il est parti voir à l'époque, Anto le connaît bien, monsieur Nicolin, paix à son âme, qui est décédé, et qui a dit, si vous inscrivez pas Brahim, je donne ma démission. Et comme c'était quelqu'un de très important au niveau social aussi, il a dit, donc j'ai été inscrit finalement en dernier recours à cette sélection grâce à Momo Chebli, qui lui croyait plus en moi que ce que moi je croyais en moi à l'époque parce que je n'avais pas cette visibilité-là. Et du coup, de cette inscription, il y avait un peu des brassages, des matchs, ça veut dire qu'on prenait tout le monde, on jouait, on voyait les meilleurs, et à chaque fois on diminuait un petit peu les groupes en fonction de la qualité des joueurs. Et moi, du coup, au lieu de faire à chaque fois le match entier, je jouais qu'une mi-temps, parce qu'en fait, j'étais meilleur que tout le monde. Et au fur et à mesure, j'ai fini capitaine de l'équipe de la région de Montpellier pour aller faire la Coupe nationale, qui s'appelle la Coupe nationale à l'époque, de Vichy, où on rencontrait diverses régions. Et du coup, grâce à lui et grâce à moi, j'ai vu que j'avais des qualités. Et j'ai fini, grâce à ça, capitaine de l'équipe. Et ensuite, j'ai même été en équipe de France. Et c'est de là que tout est parti, je vais dire. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Quand il met sa démission sur la table et que vous vous dites finalement... Moi, je ne l'ai pas su dès le départ, je l'ai su après. Mais j'ai compris qu'il avait été pour quelque chose. Et je ne sais pas, ça a été un petit peu le point de départ de mon système de vie. C'est-à-dire que lorsque tu me donnes une partie de ton avant-bras, moi, je te le rends à l'infini parce que j'ai compris que tu avais fait quelque chose pour moi. Et je ferai quelque chose pour toi. Et ça a été naturel, les choses se sont faites... J'ai pas voulu décevoir parce que j'ai su qu'il avait fait quelque chose pour moi et les choses se sont faites ainsi. Et vous êtes donné à fond du coup? Exactement, comme je fais tout le temps. Qu'est-ce qui se passe après? Après, cursus de formation à Montpellier, j'ai gravi toutes les étapes, toutes les équipes.
J'ai fait l'équipe de France même junior. Espoir, le tournoi Toulon, qui est un tournoi très réputé dans le monde, où tous les meilleurs joueurs de leur génération disputent ce tournoi. Moi, je l'ai fait avec la France à l'époque, avec des joueurs comme Makelele, Letizy, Florian Maurice, Bernard Diomède, qui est aujourd'hui le sélectionneur des U19. Et après, j'ai suivi toute ma formation à Montpellier jusqu'à l'équipe première. Merci beaucoup, Brahim. On se Merci. retrouve demain. Bonjour et bienvenue, c'est l'ancien joueur pro de foot, Brahim Thiam, qui est notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour Maria. On a parlé de vos premiers pas dans ce monde professionnel du football. Vous avez évoqué lundi votre première petite copine, puisque c'est un peu le principe de cette émission aussi. Quel souvenir vous en gardez? Je m'en souviens comme si c'était hier, parce que j'ai une très bonne mémoire déjà, dans un premier temps. Et puis parce qu'on n'oublie jamais. Et on n'oublie jamais, elle s'appelait Karine Douadi, exactement, voilà. Donc je m'en rappelle, je devais avoir 13-14 ans, c'était à quelques mètres de la maison à Saint-Leu-la-Forêt, voilà. C'était mon premier bisou à une fille, elle devait avoir 13 ans. Donc je ne sais pas si elle se souviendra, ou où qu'elle soit, je lui passe le bonjour, voilà. Ça a été le début d'un système qu'on doit à tous, à un moment donné, embrasser, c'est le cas de le dire. Donc, ce premier bisou, et c'est une histoire qui a duré quand on a 13-14 ans, ou il y a eu d'autres bisous après à d'autres filles? Non, je pense que c'était déjà dans un esprit de charmeur que j'ai été souvent tout au long de ma jeunesse et de ma vie jusqu'à un certain moment donné. C'est de savoir, on peut plaire à une fille, faire un petit bisou, mais après, voilà, stop, on s'arrête là. Voilà, je veux pas aller plus loin. Non, après, on est resté bons copains à l'école. Vous aimiez séduire? Oui, ouais. C'était une autre de votre philosophie de vie? Ouais, peut-être je sais pas si c'est une philosophie, mais j'ai inconsciemment ou indirectement eu toujours l'envie d'aider les gens, d'être une bonne personne qui permet aux gens d'être appréciés pour ce que tu es et non pas pour ce que tu fais. Moi, le foot et l'aspect social, c'est bien, mais c'est pas ce que je retiens dans la vie. Voilà, je veux qu'on se souvienne de moi pour qui j'étais, qui est Brahim Thiam, quelle est la personne, plutôt que parce qu'il a été footballeur. Ouais, moi, le foot, j'ai pas de maillot chez moi, j'ai pas de CD où je m'assois, où je me congrate. Non, voilà, je pense que c'est plus important d'être une bonne personne, d'essayer de faire les choses bien. Et ça a été un petit peu dans ce sens-là, toujours dans cette séduction. Alors quand c'est avec les filles, c'est une chose, ou la séduction morale avec les gens, parce qu'on a envie d'être bien vu, et c'est ça qui est important. Ça vient de votre éducation? Oui, je pense que ça vient de mon éducation, et puis après, c'est venu de mon histoire de vie, parce que j'ai été aussi livré à moi-même très, 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 très tôt, parce que j'ai habité à 16-17 ans, j'étais déjà en appartement, avec les aléas de la vie, les choses bien qu'on fait, les choses moins bien. Donc, je pense que on m'a donné ces valeurs-là dès le départ, très jeune, et que j'ai su enregistrer, et qui m'ont suivi et qui me suivent tout au long de ma vie. Autonome, très jeune? Oui, autonome très jeune, parce que j'étais comme ça déjà. Même lorsque j'étais avec ma mère, j'habitais dans un quartier, on avait l'habitude d'être dehors, on a l'habitude de se débrouiller. Et donc, j'étais très très jeune. L'anecdote, c'est que quand j'étais au centre de formation Montpellier, à l'âge de 16-17 ans, j'ai eu une copine qui avait 38 ans. Donc, vous voyez, j'étais très autonome. Donc, qui m'avait offert pour mon anniversaire un chien husky dont je n'avais aucune utilité. Donc, vous voyez, c'était à tel point que pour être autonome et être en avance sur l'âge, à 17 ans, quand on a une copine de 38 ans, à tel point que mon entraîneur croyait que c'était ma mère. Voilà, non, c'était ma copine, voilà. Voilà l'autonomie que Vous avez voilà, effectivement précoce ouais. aussi. Le chien husky, qu'est-ce que vous en avez fait? Parce qu'au centre de formation, on imagine que ça doit pas être simple tous les jours. Je l'ai lâché là où j'habitais, parce que on a eu des périodes aussi, et des choses peut-être qu'on a faites qui étaient un petit peu bêtes, mais je l'ai dû le lâcher là où j'habitais, mais j'en avais aucune idée. En même temps que votre copine? D'abord le chien, la copine après, ouais. Des bêtises, justement, des choses dont on est un peu moins fier. Ah ouais, des bêtises, ouais, j'en ai fait des bêtises, hein. J'en ai fait des bêtises, j'en ai fait pas mal des bêtises, de toutes sortes. J'ai fait un jour
un cache-cache et avec mon frère et ses copains. Et comme moi, j'étais le plus jeune, je sais plus, qu'est-ce que j'avais fait comme... Vous n'êtes jamais sorti de la cachette et... Je sais plus exactement. Je sais plus exactement ce que j'avais fait. Bon, ça, c'était une bêtise. Gentille. Ouais, gentil. Mais après, qu'est-ce que je peux vous raconter comme bêtise? Il y en a trop. Il y en a trop? Ouais. Joker, on met le joker pour les bêtises? Non, pas joker, mais il y a différents degrés de bêtises tout est racontable, on va dire, mais qui m'ont servi et desservi. Mais on apprend toujours de ses erreurs. Merci beaucoup, Brahim. À demain. Merci. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Brahim. Bonjour, Maya. Vous êtes notre invité cette semaine, Brahim Thiam. Donc, Montpellier, et on gravit les échelons. On arrive où? On arrive comment? On arrive aux portes de l'équipe première en ayant gravi tous les échelons, ça veut dire dans l'équipe professionnelle. Moi, je vais en 93, donc au mois de mai-juin 93, je vais faire le tournoi à Toulon avec l'équipe de France. À la fin de ce tournoi-là, je réintègre l'équipe de Montpellier professionnelle. Et puis là, où tu continues dans ta dynamique et ça se passe bien, ou pour X raisons, ça se passe moins bien et donc il faut s'adapter. Moi, je suis arrivé dans une équipe où il y avait un entraîneur qui ne voulait pas de moi, sans vraiment aucune raison, parce que sportivement, j'étais vraiment, comme on dit chez les jeunes, au max du max. Et je suis tombé sur un entraîneur, Gérard Gilly, qui a tout fait pour que je ne continue pas ma progression. Donc après, j'ai dû être prêté en dernier recours dans un club qui s'appelait l'FC Bourges en 93 et essayer de continuer ma dynamique qui a été un petit peu semée d'embûches, mais que j'ai réussi quand même à récupérer. Votre rencontre avec la Corse, elle se fait quand? Comment? Ma rencontre avec la Corse, elle se fait déjà indirectement il y a très longtemps avec Monsieur Santucci, qui était un ami de ma mère. Donc, comme quoi il y avait une histoire au départ qui devait se terminer par ma venue ici. Ensuite, elle a vraiment démarré à l'époque où je jouais à Istres, au FC Istres. J'ai joué à Istres de 2001 à 2005, puisque cette époque-là, le Gaz était en deuxième division en Ligue 2. Donc, j'avais joué contre eux, je crois, avec Istres. Et mon président, qui est aujourd'hui décédé, Bertrand Benoît, était très ami avec les dirigeants du Gazélec. Moi, j'étais un peu le capitaine de l'équipe. Donc les dirigeants du Gaz souvent venaient même le week-end à Istres voir les matchs. Et moi, j'ai été déjà très ami avec eux. Voilà, j'ai un grand frère aussi qui est dans la sécurité, qui travaillait dans les cercles de jeu à Paris. Donc, et lui aussi avait déjà un lien avec la Corse. Voilà, c'est que des fois les Africains, les Corses s'entendent bien. Donc, souvent, donc c'était le cas. Et c'est toujours le cas au jour d'aujourd'hui d'ailleurs. Et du coup, c'est des gens que j'ai connus à l'époque et que avec qui j'ai toujours entretenu des relations. Après, je suis venu beaucoup jouer ici. Les deux clubs ont voulu à un moment donné que je vienne jouer ici, le Gaz et l'ACA, mais j'ai pas pu parce que j'étais déjà dans des équipes. Et puis surtout, il y a un système de vie et des valeurs ici qui me correspondent. Et le jour où j'ai eu l'occasion de venir ici, tout naturellement, je suis venu et je ne regrette pas. Vous y êtes resté? Et j'y suis resté, ouais. Vous parliez de ces valeurs communes. C'était important pour vous dans votre chemin de vie, en fait? Oui, c'était important à un moment donné. Moi, je suis quelqu'un d'entier, je suis quelqu'un de combatif, de respectueux, qui aime aider les gens, qui sait rester à ma place. Je pense que c'est des valeurs communes qui fait qu'aujourd'hui, je me sens très bien ici depuis presque 3 ans. C'est les valeurs un petit peu aussi des Corses avec... le respect des valeurs, des traditions, l'entraide, voilà, le côté sécuritaire. Donc tout naturellement, je veux dire, c'était un mariage qui s'est fait. La vie perso, depuis cette dame de 38 ans. Oui. Ah, la vie perso, donc 2 enfants d'un premier mariage qui ont 25 et 17 ans, donc... Mes 2 enfants, Célia, qui est à Paris, qui est juriste à Paris, mon fils Gébril, qui est en terminale à Caen, avec mon ex-femme. Et puis, très fier d'eux. Voilà, ma fille qui a joué au foot aussi, comme son papa, mais maintenant, elle a pris un autre chemin. Quel papa êtes-vous, justement? Je suis un papa très proche de ses enfants, très préoccupé par ses enfants. Je ne sais pas comment décrire quel papa je suis.
Faudrait leur demander à eux. Faudrait leur demander à eux, je pense. Donc, moi, savoir quel papa je suis, c'est difficile de décrire, mais je crois qu'au vu de la trajectoire qu'ils prennent, j'ai été un bon papa, y compris dans la séparation, puisque à un moment donné, c'est arrivé. Et j'ai maintenu ce cap-là d'être un bon papa, malgré les vents et marées, il faut rester droit, parce qu'on a un devoir de les amener sur le bon chemin. Et je crois que le rôle que j'avais et le rôle que j'ai aujourd'hui, il est quand même bien fait, parce que j'ai 2 enfants formidables, très bien éduqués, qui travaillent très bien à l'école, très gentils. Partout où ils passent, ils sont appréciés, y compris lorsqu'ils viennent ici en vacances. Donc, je pense... Avoir pas trop mal réussi avec la maman. Voilà, exactement. Merci. C'est important, justement, de bien vivre cette séparation aussi et de privilégier les enfants, parce que... Oui, c'est important. Après, je dis pas que ça a été le cas, mais c'est très important. Et je pense que dans l'égoïsme émotionnel qu'il peut y avoir dans une séparation, après, chacun mène sa barque comme il peut, mais il faut penser d'abord à ses enfants avant soi. Après, il y en a qui pensent d'abord à soi avant de penser aux enfants, mais je pense qu'on a un devoir de responsabilité vis-à-vis de nos enfants, de les amener sur cette voie de la vie qui fait qu'il faut les protéger de plein de choses et ils sont responsables de rien. Donc ça, c'est important. Merci beaucoup, Brahim. À demain. Merci. Bienvenue, dernier rendez-vous de la semaine en compagnie de Brahim Thiam. Bonjour. Bonjour, Maria. Originaire du Mali. Oui. Est-ce que vous avez gardé un lien avec votre pays? Oui, parce que j'ai joué longtemps avec l'équipe nationale du Mali, donc pendant plusieurs années, et j'ai toujours gardé un lien. J'ai des amis, j'ai de la famille. J'ai mon grand frère qui était avant à Paris, qui habite maintenant au Mali, donc à qui je passe un bonjour. Donc oui, toujours en relation directe avec le Mali, mais y compris avec le football malien, puisqu'on a essayé de mener une campagne pour essayer de s'occuper de la fédération aussi. Donc c'est pas simple, mais oui, toujours. Pourquoi c'est pas simple? Parce que les pays africains sont des pays en difficulté sur le plan économique. Donc, malheureusement, l'attitude des gens qui est liée à ces difficultés économiques les amène dans un chemin qui n'est pas celui qu'on devrait tout le temps emprunter. Donc, parfois, quand on est trop entier, trop honnête, ça dessert les intérêts de ceux qui n'ont pas envie de l'être et qui se servent du système. C'est ce qui se passe chez nous au Mali. D'ailleurs, la petite anecdote, c'est que notre président de la Fédération football du Mali a été réélu le 29 août 2023, alors qu'il est en prison depuis le 9 août 2023. Il y est encore aujourd'hui. Donc c'est quelque chose que même dans les films ou chez Netflix, on ne peut pas le voir. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué, mais on essaie de se battre en tant qu'ancien joueur du Mali. Les projets de Brahim aujourd'hui? Les projets de Brahim, c'est de continuer à être heureux dans la vie de tous les jours, d'être en bonne santé, ce que je souhaite aussi à tout le monde et à vous, Maria. Je suis pas carriériste en fait, ça veut dire que j'ai pas de plan de carrière précis. Je suis heureux dans ce que je fais aujourd'hui, puisque je suis associé dans une agence qui dirige des joueurs de foot avec 2 autres personnes. Et je suis attaché à rien, juste au bien-être de mon quotidien. Donc, je peux avoir n'importe quel projet qui se présente à moi, si tant est que tous les aspects sont réunis. Je serais capable demain de travailler dans un club, de travailler ou changer de branche même. Je ne suis pas attaché au football, encore une fois, c'est très important parce que j'étais très footballeur, j'étais très détaché du foot. C'est-à-dire que lorsque par moment j'avais rien à faire, peut-être je regardais un documentaire sur la médecine ou sur les animaux, chose que je ne connaissais pas, plutôt que de me gaver de foot, chose que je connais au quotidien. Donc je suis autodidacte, donc j'ai essayé d'ouvrir mon esprit à ce niveau-là. Et aujourd'hui, j'ai pas de plan de carrière en France ou à l'étranger, mais je suis attaché au bien-être et à la santé physique et mentale. Et ça, c'est très important de nos jours. Pourvu que ça corresponde à votre éthique. Exactement, pourvu que ça corresponde à mon éthique, exactement. J'ai refusé certains jobs. J'irai pas travailler dans une radio, critiquer les gens avec qui j'ai partagé le bout de pain, juste parce que je vais être bien payé ou parce que c'est dans les mœurs de critiquer et de faire le show. C'est quelque chose que je ne peux pas faire. Il faut que je me regarde dans une glace. Voilà, donc après, il y en a qui le font. Moi, jamais, contre des sommes astronomiques, je ne pourrais pas faire ça. Ça, c'est très important. J'ai un rapport avec l'image et la droiture qui est très, très importante. Et ça correspond un petit peu à ce que je disais au départ. Je veux rester. Et si demain, je dois changer de branche pour rester dans cette voie-là, quel que soit le boulot que je ferai, je resterai dans cette voie-là. Un genre de joueur
comment on se construit? Bon, vous aviez, je suppose, un carnet d'adresses de par votre carrière, mais comment est-ce qu'on aborde ce métier-là? Voilà, on l'aborde en essayant de rester soi-même avec toujours cet aspect de travail, de valeur, de droiture. Bien que c'est un milieu très très compliqué et qu'on rencontre parfois des gens qui ne sont pas comme ça, y compris des gens qui pourraient vous tenir des promesses. Donc il faut être paré à toutes les éventualités, il faut travailler, il faut être sérieux, il faut être attentif à plein de choses. Et puis essayer de faire du bon boulot, encore une fois, essayer de construire des histoires avec les familles, des histoires de vie, être fidèle à ce qu'on dit, voilà, il faut faire ce qu'on dit dans la vie, c'est important. Mais c'est un métier intéressant, voilà. C'est un métier que je vais faire toute ma vie, parce que je suis confronté encore une fois à moi-même, c'est-à-dire que parfois il y a des trahisons, il y a des gens qui ont des attitudes, qui font des choses qui sont contraires, et que c'est comme un boxeur, force des fois de prendre des hypercutes, et ben, à un moment donné il arrête la boxe, et ben, ça peut se passer comme ça aussi. Ouais. Merci beaucoup, Brahim Thiam, d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. On retrouve cette émission en podcast audio et vidéo sur nos réseaux sociaux, notre site web, comme ça, toutes les personnes que vous avez citées pourront l'écouter. Merci, Merci. merci à vous.